Oubliez le pétrole, l'or, les diamants. Aujourd'hui, la ressource la plus précieuse au monde, elle est invisible. C'est l'information. Et dans cette analyse, on va plonger au cœur de cette nouvelle monnaie du pouvoir, celle qui est en train de redessiner complètement la carte du monde. Alors c'est parti, on y va. Regardez ce chiffre, 700-800 milliards de dollars. C'est, selon les estimations hautes, ce que l'intelligence artificielle pourrait générer, chaque année. Et le carburant de toute cette révolution, c'est quoi? Eh bien, ce sont nos clics, nos recherches, nos photos, bref, nos données. L'information, ce n'est plus juste un outil. C'est devenu le véritable moteur de notre économie. Et ça nous amène à la question centrale. La voici. Si l'information est la ressource la plus précieuse, alors qui la contrôle? Parce que, soyons clairs, celui qui contrôle l'info, eh bien, il contrôle une part énorme du pouvoir, à la fois économique et politique. C'est une immense lutte d'influence qui se joue à tous les niveaux, entre les États, les multinationales et même jusqu'à chacun d'entre nous. Alors, justement, qui sont ces nouveaux maîtres du monde numérique? Dans cette première partie, on va s'intéresser de plus près à ces titans qui s'affrontent pour le contrôle de l'information. C'est une bataille dont les règles sont en train de s'écrire sous nos yeux. Pour bien comprendre les enjeux, il y a un concept clé à avoir en tête, l'asymétrie d'information. C'est un peu comme à une table de poker. Si un joueur connaît les cartes de tous les autres, il est sûr de gagner. Eh bien, dans l'économie numérique, c'est exactement la même chose. Celui qui a le plus de données, c'est lui qui a le pouvoir. Et cette asymétrie, elle se manifeste à 5 niveaux différents. D'abord, entre les entreprises et nous, les consommateurs. Elles en savent souvent bien plus sur nos habitudes que nous-mêmes. Ensuite, entre les entreprises elles-mêmes. Les géants de la tech, avec leurs montagnes de données, peuvent facilement écraser la concurrence. Troisième niveau, entre ces entreprises et les gouvernements, qui eux ont beaucoup de mal à réguler des acteurs devenus surpuissants. Quatrièmement, bien sûr, entre les gouvernements et les citoyens, avec tout le risque de surveillance de masse que ça implique. Et enfin, un plan qu'on oublie souvent, entre le secteur privé et la science, où les meilleures données sont parfois inaccessibles aux chercheurs. Et en pratique, ça donne quoi? Regardez ces chiffres. Les GAFAM, à eux seuls, contrôlent plus de 60% du cloud mondial. Et ce n'est pas tout. 90% de nos données, en Occident, transitent par des serveurs américains. Autrement dit, une toute petite poignée d'entreprises détient les clés de notre vie numérique. C'est une concentration de pouvoir absolument inédite dans l'histoire. Face à cette situation, 3 grandes visions du monde s'affrontent. D'un côté, on a le modèle européen, qui met l'accent sur la protection des droits individuels. De l'autre, le modèle américain, qui, historiquement, mise tout sur l'autorégulation des entreprises et la domination du marché. Et enfin, il y a le modèle chinois, qui est complètement centré sur le contrôle de l'État, avec la sécurité nationale comme priorité absolue. Les mots utilisés par les analystes sont forts, mais ils décrivent assez bien la réalité. On parle de colonialisme des données quand nos informations sont aspirées pour orienter nos choix. Et en parallèle, des États comme les États-Unis n'hésitent pas à utiliser leurs lois pour agir comme un Big Brother et mettre la main sur des données stratégiques, y compris celles d'entreprises étrangères. La guerre de l'information est bel et bien déclarée. Bon, maintenant qu'on a vu le tableau global, passons au niveau local, pour voir comment tout ça se traduit sur le terrain. Et la Belgique est un cas d'étude vraiment fascinant. Un véritable carrefour où tous ces enjeux d'information et d'influence se rencontrent. 30 000, c'est le nombre estimé de lobbyistes à Bruxelles. 30 000, ça en fait l'une des plus fortes concentrations au monde. Bruxelles, ce n'est pas seulement la capitale de l'Europe, c'est aussi devenu la capitale mondiale de l'information et de l'influence. L'endroit où se négocient les décisions qui vont façonner notre avenir numérique. Et c'est ça qu'on appelle l'effet Bruxelles. C'est l'idée que quand l'Europe légifère, le reste du monde s'aligne. L'exemple parfait, c'est le RGPD, la fameuse loi sur la protection des données. Elle a été adoptée à Bruxelles, mais aujourd'hui, elle est devenue le standard mondial. Ça a obligé des pays comme le Brésil ou le Japon à s'adapter. La Belgique, au cœur de cette machine européenne, devient en quelque sorte l'arbitre mondial du jeu numérique. Dans ce contexte un peu particulier, il y a des entreprises belges qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Prenez KBC Bac, avec son assistant IA Kate, qui montre très bien comment l'analyse de données peut donner un avantage concurrentiel. Ou encore Colibra, la première licorne technologique du pays, qui est devenue un leader mondial dans un domaine super pointu, la gouvernance des données. Mais il y a un revers à la médaille. En Belgique, on a une sorte d'économie numérique à 2 vitesses. D'un côté, les grandes entreprises sont ultra digitalisées, pas de problème, mais de l'autre, les PME, qui sont quand même le cœur de notre économie, elles sont très à la traîne. Et cette fracture numérique, elle risque de creuser les inégalités et de freiner la croissance pour tout le monde. Et cette lutte pour le contrôle de l'info, elle se joue aussi sur le terrain social. En Belgique, par exemple, les syndicats ont réussi à négocier un accord, la CCT numéro 81, qui encadre très strictement la surveillance électronique sur le lieu de travail. C'est une belle victoire pour la protection de la vie privée des salariés.
Allez, on aborde maintenant les aspects un peu plus sombres de cette compétition. Parce que la lutte pour l'information, elle n'est pas que économique. Elle est devenue un véritable champ de bataille où, franchement, tous les coups semblent permis. Plus 150%. C'est l'augmentation spectaculaire en seulement un an des cyberattaques d'espionnage attribuées à la Chine. Et là, on ne parle pas de pirater un compte sur un réseau social, non, on parle de vol de secrets industriels, de plans de nouvelles technologies, c'est une cyberguerre économique qui coûte des milliards. Et ce n'est pas tout. Selon l'Oxford Internet Institute, il y a des campagnes de manipulation organisées sur les réseaux sociaux qui sont actives dans 81 pays. Le but, il est simple, façonner l'opinion publique, influencer des élections, déstabiliser des sociétés entières. Et pour rendre ça très concret, voici un exemple de notre vulnérabilité. 850 000, c'est le nombre de dossiers clients qui ont été compromis lors de la cyberattaque contre Orange Belgique. Nos données personnelles sont devenues une cible de grande valeur. Alors après avoir fait tout ce tour d'horizon, la question qui se pose, c'est quelles sont les conséquences à long terme? Finalement, que nous réserve l'avenir dans cette nouvelle ère de l'information? Eh bien, l'avenir s'annonce assez déséquilibré. Les projections estiment que 70% de toute la richesse qui sera créée par l'intelligence artificielle ira aux États-Unis et à la Chine. Le reste du monde devra se partager les 30% restants. La question est donc de savoir si on se dirige vers un monde où une poignée de nations vont contrôler la technologie et l'économie en laissant toutes les autres sur le bord de la route. Le chemin à parcourir est donc complexe. Aujourd'hui, on le voit, les déséquilibres se creusent. À court terme, le potentiel économique est absolument gigantesque. L'objectif, c'est donc d'arriver à une forme de coopération internationale, par exemple avec le pacte numérique de l'ONU, pour essayer d'établir des règles du jeu qui soient équitables pour tout le monde. Et on va terminer avec cette question qui est une question fondamentale et qui nous concerne absolument toutes et tous. Est-ce que nos informations personnelles doivent être considérées comme un droit fondamental qu'il faut protéger à tout prix, ou est-ce que ce sont une ressource économique comme une autre qui peut être exploitée et vendue? La réponse qu'on donnera collectivement à cette question définira la société numérique de demain.